L'infirmière laissa tomber le plateau de médicaments quand elle vit. Le bruit du métal frappant le sol résonna dans le couloir vide de l'hôpital, mais elle ne s'en aperçut même pas. Ses yeux étaient fixés sur la scène impossible devant elle. Un chat noir, entièrement noir, était allongé sur la poitrine de l'homme dans le coma. Et l'homme, celui que les médecins avaient pratiquement déclaré mort, pleurait. Une seule larme coulait sur le visage immobile de Richard Ashford, le milliardaire qui contrôlait la moitié des gratte-ciel de Manhattan et dont le nom était synonyme de pouvoir et de froideur. 3 mois plus tôt, un AVC dévastateur l'avait terrassé en pleine réunion d'affaires. Depuis, les machines respiraient pour lui, les tuyaux le nourrissaient, et personne ne croyait qu'il reviendrait. L'infirmière courut dans le couloir en criant à l'aide. Des médecins apparurent de tous les côtés, mais quand ils entrèrent dans la chambre, le chat avait disparu. La fenêtre était entr'ouverte, oscillant sous la brise froide d'octobre. Ils examinèrent Richard avec urgence, vérifiant ses signes vitaux, posant des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Mais quelque chose avait changé. Ses battements de cœur étaient plus forts. Sa tension artérielle, qui baissait depuis des semaines, s'était stabilisée. Personne ne pouvait expliquer. La fille de Richard, une jeune femme de 28 ans nommée Claire, reçut l'appel à 3 heures du matin. Elle était dans son petit appartement de l'autre côté de la ville, un lieu qu'elle avait choisi volontairement loin de l'empire de son père. Lorsqu'elle décrocha et entendit parler de l'alarme, du chat, de l'amélioration inexplicable, sa première réaction fut de raccrocher. Cela semblait être un cruel canular. Claire et Richard ne se parlaient presque plus depuis 5 ans. Elle avait grandi en voyant son père seulement lors de dîners formels, toujours accompagné d'assistants et d'avocats. Quand sa mère mourut d'un cancer, Richard ne versa pas une larme lors des funérailles. Il retourna travailler le lendemain. Claire ne lui avait jamais pardonné cela. Pour elle, Richard Ashford était un homme sans cœur, obsédé par les profits et dépourvu de toute humanité. Mais quelque chose dans la voix de l'infirmière la fit hésiter. Il y avait une urgence réelle, un espoir que Claire n'avait pas ressenti depuis des années. Contre son propre jugement, elle s'habilla et prit un taxi pour l'hôpital. La chambre était silencieuse quand elle entra. Richard restait immobile dans son lit, connecté à un réseau de fils et de tuyaux. Son visage, autrefois robuste et imposant, était pâle et creusé. Claire s'approcha lentement, ressentant une contraction dans la poitrine qu'elle ne s'attendait pas à éprouver. Aussi haineuse qu'elle fût, c'était encore son père. C'est alors qu'elle vit, des poils noirs éparpillés sur le drap blanc. « Le chat a laissé ça », dit l'infirmière derrière elle. « Il est apparu de nulle part. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Les animaux n'entrent pas dans cette aile. » Claire prit un des poils entre ses doigts. C'était réel, solide. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Les chats noirs ont toujours été considérés comme des porte-malheurs, un présage de désastre. Mais que signifiait cela quand un chat noir rend visite à quelqu'un qui était déjà au bord de la mort? Pendant la semaine suivante, Claire retourna à l'hôpital tous les jours. Au début, elle se disait que c'était juste pour surveiller la situation, pour s'assurer que les médecins faisaient leur travail. Mais la vérité était plus compliquée. Quelque chose changeait en elle, une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Et puis, la 5e nuit, le chat revint. Claire était seule dans la chambre, lisant des rapports médicaux qu'elle ne comprenait pas complètement, quand elle entendit un bruit doux. Elle leva les yeux et le vit. Le chat noir assis sur le rebord de la fenêtre, la regardant avec des yeux dorés et perçants. Ce n'était pas un simple chat de rue. Il y avait quelque chose d'aristocratique dans sa posture, quelque chose de délibéré dans ses mouvements. « Toi » murmura Claire, sans bouger. Le chat sauta légèrement de la fenêtre au sol, puis monta sur le lit de Richard avec une grâce fluide. Claire observa, retenant son souffle, tandis que l'animal s'installait à côté de la tête de son père. Le chat commença à ronronner, un son bas et constant qui remplit la chambre silencieuse. Et alors cela se produisit de nouveau. Une autre larme coula sur le visage de Richard. Claire sentit ses propres larmes commencer à tomber. Elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait, mais c'était indéniable. Le chat ne se contentait pas de rendre visite à son père. Il se connectait à lui d'une manière profonde et inexplicable. Elle tendit la main lentement, voulant toucher l'animal, mais il s'éloigna avant qu'elle puisse l'atteindre. Le chat sauta du lit et marcha jusqu'à la porte, où il s'arrêta et se retourna, comme s'il attendait qu'elle le suive. Claire hésita. C'était absurde. Elle n'allait pas suivre un chat dans un hôpital en pleine nuit. Mais lorsque l'animal miaula doucement et continua de marcher, elle se retrouva à se lever de sa chaise et à marcher derrière lui. Le chat la guida à travers les couloirs vides, descendant 2 étages par l'escalier de secours. Claire regardait autour nerveusement, s'attendant à ce qu'un agent de sécurité l'arrête, mais l'hôpital semblait désert à cette heure-là. Le chat s'arrêta devant une porte marquée « Archives, accès restreint ».
Tu veux que j'entre là-dedans » murmura Claire à l'animal, se sentant ridicule de parler à un chat. Le chat gratta la porte une fois, puis s'assit et la fixa. Claire essaya la poignée. Elle était déverrouillée. Elle poussa la porte lentement et entra dans une pièce remplie d'anciens dossiers et de cartons. Le chat entra derrière elle et sauta sur une table, se plaçant à côté d'une boîte spécifique marquée « Ashford, Richard, personnel ». Les mains de Claire tremblaient quand elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents, des reçus, des photos anciennes. Elle commença à feuilleter, sans savoir ce qu'elle cherchait, jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui la fit s'arrêter. C'était une photo d'elle-même, à 7 ans, souriant avec une glace à la main. Au dos de la photo, de la main penchée de son père, était écrit « Mon plus grand trésor ». Claire tourna d'autres photos. Tout était d'elle. Anniversaire, remise de diplôme, moment qu'elle pensait qu'il avait complètement ignoré. Sous les photos se trouvaient des enveloppes. Des dizaines. Claire ouvrit la première avec des doigts tremblants. C'était une lettre adressée à elle, datée de 5 ans auparavant, juste après la mort de sa mère. La lettre n'avait jamais été envoyée. « Ma chère Claire », lisait la lettre. « Je sais que tu me détestes maintenant. Je sais que tu penses que je suis un monstre sans cœur. Mais tu dois comprendre une chose. Quand ta mère est morte, quelque chose en moi est mort aussi. Je n'ai pas pu pleurer parce que, si j'avais commencé, je n'aurais jamais arrêté. Je me suis plongé dans le travail parce que c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer complètement. Tu es tout ce que j'ai, et je suis terrifié à l'idée de te perdre aussi. » Claire sentit un sanglot s'échapper de sa gorge. Elle ouvrit une autre lettre, puis une autre. Toutes non envoyées, toutes pleines de regrets et d'amour non exprimés. Il y avait des lettres sur la façon dont il regardait ses vidéos sur les réseaux sociaux tous les jours, comment il conservait des coupures de ses petites réussites, comment il faisait des dons anonymes aux causes qu'elle soutenait. Le chat miaula doucement, la ramenant au moment présent. Claire regarda l'animal à travers ses larmes. « Tu savais que c'était ici ? Comment savais-tu » Bien sûr, le chat ne répondit pas. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux dorés, une intelligence qui dépassait celle de l'animal. Claire prit toute la boîte et la ramena dans la chambre de Richard. Elle passa le reste de la nuit à lire les lettres à voix haute à son père inconscient. Elle parla de sa colère, de sa douleur, de sa solitude. Elle parla de combien elle avait toujours voulu qu'il la voie, qu'il la connaisse vraiment. Et pour la première fois en 5 ans, elle lui prit la main et la serra fort. Le chat resta à la fenêtre toute la nuit, observant. Quand le soleil commença à se lever, il sauta par la fenêtre et disparut dans la lumière du matin. Mais Claire savait qu'il reviendrait. Dans les jours suivants, l'état de Richard continua de s'améliorer. Les médecins étaient perplexes. Ils parlaient de réponse neurologique inattendue et activité cérébrale anormale. Mais personne ne pouvait expliquer comment un homme qui était pratiquement mort montrait maintenant des signes de conscience. Claire commença à enquêter. Elle parla avec d'anciens employés de son père, visita les lieux qu'il fréquentait, chercha des indices sur qui il était vraiment. Ce qu'elle découvrit la choqua. Richard n'était pas seulement un homme d'affaires froid. Il finançait secrètement 3 refuges pour animaux en ville. Il payait les frais universitaires de 20 enfants défavorisés chaque année. Il y avait une clinique médicale gratuite dans le Bronx qui fonctionnait entièrement grâce à ses dons anonymes. Mais il y avait aussi des ombres. Claire découvrit que le frère de Richard, un homme nommé Thomas, avait accès aux comptes de l'entreprise. Et les chiffres ne correspondaient pas. Des millions de dollars avaient disparu au cours des 2 dernières années, transférés vers des comptes offshore. Thomas rendait visite à Richard à l'hôpital chaque semaine, toujours seul, toujours avec une expression de fausse inquiétude. Mais Claire commença à percevoir la vérité. Il attendait que Richard meure pour prendre le contrôle total de l'Empire. Le chat continuait de revenir chaque nuit. Claire lui donna un nom, Ombre. Elle lui apportait de la nourriture, de l'eau, mais le chat acceptait rarement. Il était là pour Richard, pas pour elle. Et d'une certaine manière, cela rendait tout plus profond. Une nuit, alors que Claire s'endormait sur la chaise à côté du lit, elle fit un rêve étrange. Elle voyait son père, beaucoup plus jeune, assis sur un banc de parc. À côté de lui se trouvait un chat noir, identique à Ombre. Richard pleurait, se confiant sur la mort de sa femme, sur sa peur d'échouer en tant que père. Et le chat écoutait simplement, offrant sa présence silencieuse comme consolation. Quand Claire se réveilla, Ombre la regardait droit dans les yeux. Et pour la première fois, elle comprit. Ce n'était pas seulement un chat. C'était un ami. Peut-être le seul véritable ami que son père ait jamais eu. Si vous aimez cette histoire et voulez découvrir la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que ce que Claire est sur le point de découvrir va tout changer. Claire se réveilla avec la sensation que quelqu'un l'observait. Il était très tôt,
et la lumière des moniteurs médicaux créait des ombres dansantes sur les murs de la chambre. Ombre était assis sur le rebord de la fenêtre, mais cette fois-ci, il ne regardait pas Richard. Ses yeux dorés étaient fixés sur la porte. Elle entendit avant de voir. Des pas légers dans le couloir, tentant de rester silencieux. La porte s'ouvrit lentement, et Thomas entra. Il ne s'attendait pas à trouver Claire là. Son visage, habituellement composé en un masque de sollicitude fraternelle, montra un éclair d'irritation avant qu'il ne puisse le contrôler. « Claire, dit-il en forçant un sourire. Je ne savais pas que tu serais ici si tôt. » Si tôt. Claire regarda l'horloge. Il était 4h30 du matin. « Que fais-tu ici à cette heure-ci, oncle Thomas ?» Il hésita une seconde à peine, mais ce fut suffisant. Claire vit le dossier sous son bras, vit la tension dans ses épaules. « Je suis venu vérifier ton père. J'ai un voyage d'affaires tôt ce matin et je voulais passer avant. » « Quelle coïncidence, » dit Claire en se levant de sa chaise. « Surtout sachant que tu as été très occupé par les affaires de la famille dernièrement. » Thomas plissa les yeux. « Que veux-tu dire par là ? » « Je veux dire que j'ai passé les derniers jours à revoir les registres financiers de l'entreprise. Étrange comme 3 millions de dollars ont simplement disparu ces dernières semaines. Transférés vers des comptes qui n'existent même pas dans les livres officiels. » Le visage de Thomas se durcit. Le masque de l'oncle inquiet disparut complètement, remplacé par quelque chose de froid et calculateur. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce sont des transactions légitimes approuvées par le conseil. » Transactions légitimes. Claire prit son ordinateur portable et l'ouvrit. Comme ce transfert d'un demi-million vers une société fantôme aux îles Caïmans, ou celui-ci vers un compte au nom de ta femme. Mon père peut être dans le coma, mais les registres ne mentent pas. Thomas fit un pas vers elle, et pour la première fois, Claire eut peur. Il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Écoute-moi, petite fille gâtée. Tu as disparu de la vie de Richard depuis des années. Tu ne lui parlais pas, tu ne te souciais pas de savoir s'il était vivant ou mort. Moi, j'ai maintenu cette entreprise à flot. Je méritais chaque centime. Tu lui as volé, dit Claire, la voix tremblante. Ton propre frère. Volé. Thomas rit, un son amer. Richard a construit cet empire en écrasant tout ce qui l'entourait. Il m'a utilisé, a utilisé notre famille, a utilisé n'importe qui pour en tirer profit. Je ne fais que prendre ce qui aurait dû être à moi depuis le début. Ombre miaula fort, un son qui fendit l'air comme une lame. Thomas regarda le chat avec dégoût. Et fait sortir cet animal sale d'ici. Les chats noirs portent malheur. Je l'ai toujours su. Il sortit en claquant la porte. Claire resta immobile, tremblante, prenant conscience pour la première fois du danger réel dans lequel elle et son père se trouvaient. Thomas ne volait pas seulement. Il attendait que Richard meure pour tout prendre. Elle regarda Ombre, qui avait ramené son attention sur Richard. Le chat sauta sur le lit et se blottit près de la tête de l'homme inconscient, ronronnant doucement. Claire s'approcha et toucha la main froide de son père. « Tu dois te réveiller, » murmura-t-elle. « J'ai besoin que tu m'aides à comprendre quoi faire. » Mais Richard resta immobile, prisonnier de son monde silencieux. Dans les jours suivants, Claire s'engagea encore plus profondément. Elle engagea un détective privé, un homme discret nommé David, qui commença à déterrer la vérité sur Thomas. Ce qu'ils découvrirent était pire que ce qu'ils imaginaient. Thomas détournait de l'argent de l'entreprise depuis près de 3 ans. Il avait une maîtresse coûteuse, des dettes de jeu et des investissements ratés qu'il couvrait avec l'argent de Richard. Mais le pire était autre chose. Il existait une police d'assurance vie de 20 millions de dollars au nom de Richard, avec Thomas comme unique bénéficiaire. Il a signé cela 6 mois avant l'AVC, expliqua David en montrant les documents. Regarde la signature. Elle ne ressemble pas à l'écriture de ton père. Claire étudia le papier. David avait raison. La signature était proche, mais pas identique. Tu veux dire que Thomas a falsifié ça? Je dis que quelqu'un a falsifié. Et considérant qui en bénéficie. David laissa la phrase en suspens. Claire sentit la nausée. Tu crois que Thomas a quelque chose à voir avec l'AVC? Je ne peux rien prouver. Mais les médecins ont dit que ton père était parfaitement en santé quelques semaines avant. Pas d'hypertension, pas de problème cardiaque. Et puis, soudain, un AVC massif lors d'une réunion privée. Une réunion où seul Thomas était présent. Cette nuit-là, Claire ne put dormir. Elle resta éveillée auprès de Richard, tenant sa main, désirant désespérément qu'il puisse parler, qu'il puisse dire la vérité sur ce qui s'était passé ce jour-là. Ombre était couchée sur le rebord, observant la nuit dehors. « Tu as vu, n'est-ce pas ?» dit Claire au chat. « Tu sais ce qui lui est arrivé.
Le chat tourna la tête et la regarda avec ses yeux dorés impossibles. Pendant un instant, Claire eut l'étrange sensation que l'animal comprenait vraiment, qu'il portait des secrets qu'elle devait découvrir. C'est alors qu'elle eut une idée. Si Ombre lui avait montré où trouver les lettres de Richard, peut-être pouvait-il montrer plus encore. Peux-tu me conduire à quelque chose? Une preuve de ce que Thomas a fait? Le chat sauta du rebord et marcha jusqu'à la porte. Claire le suivit à nouveau, cette fois à travers l'hôpital et jusqu'au parking froid de l'Aube. Elle s'enveloppa dans son manteau, tandis qu'elle suivait Ombre à travers les rues vides de Manhattan. Le chat la guida sur 3 pâtés de maison jusqu'à un ancien immeuble de bureaux. La plaque à l'avant indiquait « Ashford Industries, bureau régional ». Claire n'était pas venue ici depuis des années. Ombre s'assit devant la porte latérale, celle utilisée par les employés. Claire tenta la porte. Fermée à clé. Mais elle avait encore son ancien badge d'accès de l'époque où elle faisait un stage dans l'entreprise durant l'été. Les mains tremblantes, elle passa le badge. La lumière devint verte. Le bâtiment était sombre et silencieux. Ombre monta les escaliers jusqu'au 3e étage, où se trouvait le bureau exécutif de Thomas. La porte était déverrouillée, et lorsque Claire entra, elle vit immédiatement ce que le chat voulait montrer. Le bureau était en désordre. Des documents étaient éparpillés sur le bureau, certains à moitié brûlés dans une poubelle en métal. Claire prit la lampe torche de son téléphone et commença à examiner les papiers. C'étaient des emails imprimés, des échanges entre Thomas et quelqu'un nommé Dr Harrison. Le médicament a été livré comme discuté, disait un email. Administré pendant le déjeuner. Les effets doivent commencer dans 2 heures. Sans laisser de traces. Le cœur de Claire s'accéléra. Elle photographia tous les documents qu'elle trouva, les mains tremblantes à tel point que certaines photos furent floues. Il y avait des reçus de transfert bancaire pour ce fameux Dr Harrison, des notes sur les doses, des discussions sur faire paraître naturel. Ombre miaula avec insistance. Claire entendit aussi des pas dans le couloir. Elle attrapa le maximum de documents possibles et courut vers l'armoire, se glissant à l'intérieur quelques secondes avant que la porte du bureau ne s'ouvre. À travers la fente, elle vit Thomas entrer, accompagné d'un homme plus âgé qu'elle ne reconnaissait pas. Cela devait être le docteur Harrison. « Tu as dit qu'il serait mort maintenant », sifflait Thomas. « Ça fait déjà 3 mois. » « L'AVC était massif, » répondit le médecin nerveusement. « Cela aurait dû être fatal. Mais son corps se bat. C'est extraordinaire, compte tenu de la dose que nous avons administrée. Extraordinaire ne me sert à rien. Je veux qu'il meure. Maintenant. Je ne peux pas simplement débrancher les appareils. Il y aurait une enquête. La fille est dans les parages, posant des questions. » Thomas frappa du poing sur le bureau. « Alors trouve un autre moyen. Augmente la médication. Provoque un autre AVC. Peu m'importe. Termine juste ça. » Claire se couvrit la bouche pour étouffer un cri. Elle entendait son oncle planifier l'assassinat de son père. Son esprit tournait, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. Les hommes continuèrent à discuter de détails horribles. Plus Claire écoutait, plus il devenait clair que Thomas avait tout orchestré depuis le début. L'AVC n'était pas un accident. C'était une tentative de meurtre. Finalement, les hommes sortirent. Claire attendit 5 minutes interminables avant de sortir de l'armoire, les jambes faibles. Ombre l'attendait, et ensemble ils quittèrent le bâtiment. De retour à l'hôpital, Claire appela immédiatement David. Elle envoya toutes les photos, tous les documents. « Nous avons besoin de protection pour mon père. Thomas va essayer de le tuer à nouveau. »« J'arrive tout de suite, » dit David. « Et j'apporterai mes contacts à la police. Avec ces preuves, nous pouvons arrêter Thomas. » Claire renforça la sécurité de la chambre de Richard, insistant pour que seule elle et l'équipe médicale autorisée puissent entrer. Elle engagea un garde privé pour rester à la porte 24 heures sur 24. Mais la nuit suivante, un problème survint. Le système de sécurité de l'hôpital eut une panne mystérieuse. Les caméras furent hors ligne pendant exactement 15 minutes. Et durant ces 15 minutes, quelqu'un tenta d'entrer dans la chambre de Richard. Le garde empêcha l'entrée d'un homme déguisé en infirmier, mais sans identification valide. Quand on tenta de l'arrêter, l'homme s'enfuit. Claire savait qui l'avait envoyé. Elle confronta Thomas le lendemain, devant le conseil d'administration de l'entreprise. Avec David à ses côtés et un détective de police, elle présenta toutes les preuves. Les documents brûlés, les emails, les relevés bancaires, la police d'assurance falsifiée. Thomas tenta de tout nier, mais ses propres mots le condamnèrent. Il y avait des témoins. Il y avait des preuves. Et lorsque la police l'emmena menotter, Claire sentit une satisfaction froide parcourir son corps. La justice était faite.
Mais son père restait inconscient, prisonnier de son coma, ignorant qu'elle avait sauvé autant sa vie que son héritage. Cette nuit-là, Claire s'assit auprès de Richard et lui prit la main. « Thomas ne peut plus te faire de mal. Tu es en sécurité maintenant. Mais j'ai besoin que tu reviennes. J'ai besoin que tu me dises que tu m'entends, que tu sais que je suis là. » Ombre sauta sur le lit et se plaça près de la tête de Richard. Le chat commença à ronronner, ce son profond et constant qui était devenu une bande sonore constante ces dernières semaines. Et alors, pour la première fois, Claire sentit une légère pression dans sa main. Faible, presque imperceptible, mais réelle. Elle regarda le visage de son père et vit ses lèvres bouger, essayant de former des mots qui ne sortaient pas encore. Des larmes coulèrent sur le visage de Claire. « Tu reviens. Je savais que tu te battais. » Les moniteurs à côté du lit commencèrent à montrer des changements. Activité cérébrale accrue. Réponse aux stimuli. Les médecins entrèrent en courant, enthousiasmés par ce progrès soudain. Mais Claire connaissait la vérité. Ce n'était pas seulement les médecins ou le temps qui ramenaient Richard. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'inexplicable. C'était l'amour d'un chat noir qui refusait de le laisser partir. C'était la détermination d'une fille qui comprenait enfin qui était vraiment son père. Et tandis qu'elle observait Ombre se blottir contre Richard, Claire fit une promesse silencieuse. Quand son père se réveillerait, elle s'assurerait qu'il sache tout. Elle s'assurerait qu'ils aient la chance de recommencer, comme il l'avait toujours mérité. Les progrès de Richard étaient lents, mais constants. 5 jours après l'arrestation de Thomas, il réussit à bouger les doigts. Une semaine plus tard, il ouvrit les yeux pour la première fois, regardant autour de lui, confus, avant de se rendormir. Claire était présente à chacun de ces moments, documentant chaque petite victoire. Mais il y avait quelque chose qu'elle devait faire avant qu'il ne se réveille complètement. Quelque chose que son bras semblait essayer de communiquer à travers son comportement de plus en plus étrange. Le chat avait cessé de dormir dans la chambre. À la place, il restait à la fenêtre chaque nuit, regardant la ville, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Claire commença à suivre le chat pendant la journée. Son bras la conduisait à des endroits précis de la ville, toujours avec un but qu'elle mettait du temps à comprendre. D'abord, ce fut un refuge pour animaux à Brooklyn. L'endroit était propre, mais clairement en difficulté financière. La directrice, une femme d'âge moyen nommée Patricia, fut surprise lorsque Claire mentionna Richard. « Votre père. » Patricia porta la main sur son cœur. « Il a sauvé cet endroit. Il y a 4 ans, nous étions sur le point de fermer. Pas de fonds, pas d'espoir. Puis un avocat est arrivé avec un chèque énorme. Il a dit que c'était d'un donateur anonyme avec une seule condition, que nous ne révélions jamais son identité. » Claire sentit un nœud dans sa gorge. « Et vous avez su que c'était lui. » « Je ne l'ai découvert que lorsque j'ai vu sa photo dans le journal, parlant du coma. J'ai reconnu ses yeux. Il était venu ici plusieurs fois, toujours seul, toujours en fin de journée. Il restait assis avec les chats pendant des heures. Il disait qu'ils étaient les seuls à ne rien attendre de lui, à part sa présence. » Patricia montra à Claire les registres. Richard avait fait don de près de 2 millions de dollars au fil des ans. Mais il y avait autre chose. Il avait un favori, dit Patricia, menant Claire vers une zone à l'arrière. Un chat noir qui restait ici. Il n'a jamais été adopté parce que, eh bien, les gens sont superstitieux. Votre père venait le voir chaque semaine. Claire regarda autour d'elle. Que s'est-il passé avec ce chat? Il a disparu il y a environ 3 mois. Juste avant l'accident de votre père. Nous avons cherché partout, mais les chats sont ainsi. Ils vont et viennent comme bon leur semble. Claire regarda son bras, qui était assis à ses pieds. 3 mois. Le même temps que Richard était dans le coma. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Son bras la conduisit à d'autres endroits. Une école à Harlem où Richard finançait des bourses pour 20 enfants. Une clinique gratuite où il finançait des traitements contre le cancer pour ceux qui n'avaient pas les moyens. Un centre communautaire qui aurait été démoli sans son intervention financière. À chaque endroit, les gens racontaient des histoires d'un homme qui apparaissait discrètement, qui écoutait plus qu'il ne parlait, qui résolvait les problèmes sans chercher de reconnaissance. C'était une version de Richard que Claire n'avait jamais connue. Ou peut-être qu'elle ne s'était jamais donné la peine de la connaître. Elle commença à tout compiler. Nom des personnes qui l'avaient aidé. Causes qu'il soutenait. Vie qu'il avait transformée. La liste était longue et écrasante. Mais il manquait encore quelque chose que son bras continuait à essayer de montrer. Un après-midi, le chat la conduisit dans une partie ancienne de la ville que Claire visitait rarement. Ils s'arrêtèrent devant une maison modeste, avec la peinture écaillée et un jardin négligé. Son bras grattait à la porte d'entrée. Une femme âgée ouvrit,
portant un tablier taché de farine. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit Claire. « Vous êtes sa fille. J'ai vu vos photos. » « Désolé de déranger, » commença Claire, mais la femme ouvrait déjà la porte. « Entrez, entrez. Je m'appelle Hélène. J'ai travaillé pour votre famille pendant longtemps. » La maison à l'intérieur était simple, mais accueillante. Hélène servit du thé et des biscuits tout en racontant son histoire. « J'ai travaillé comme gouvernante de votre famille pendant 15 ans. J'étais là quand votre mère est tombée malade. Quand elle est morte. » Claire sentit son cœur se serrer. « Je me souviens de vous. Vous avez disparu peu après les funérailles. Votre père m'a renvoyé. » Hélène regarda la tasse entre ses mains. Ou du moins c'est ce que je pensais à l'époque. Il m'a appelé dans son bureau, m'a dit que mes services n'étaient plus nécessaires et m'a remis une enveloppe. Je pensais que c'était juste mon indemnité. Et ce ne l'était pas. Il y avait 100 000 $ à l'intérieur. Et une lettre. Hélène se leva et alla chercher un papier jauni par le temps dans un tiroir. Il écrivait qu'il ne pouvait pas me voir dans la maison parce que je lui rappelais sa femme. Chaque fois qu'il me voyait, il la voyait. Mais que j'avais pris soin de sa famille avec amour et que je méritais une retraite digne. Hélène tendit la lettre à Claire, qui la lut les larmes aux yeux. L'écriture de Richard tremblait, comme s'il pleurait en écrivant. Il s'excusait d'avoir été lâche, de ne pas pouvoir affronter la douleur, d'avoir choisi le chemin le plus facile pour éloigner tout ce qui faisait mal. « Il m'a aussi acheté cette maison, » continua Hélène. « Il paie toutes mes factures médicales jusqu'à aujourd'hui. J'ai le diabète, et les traitements sont chers. Mais chaque mois, un chèque arrive. Toujours anonyme, toujours à l'heure. » Claire passa des heures avec Hélène, écoutant des histoires de la famille qu'elle pensait connaître. Hélène parla de la façon dont Richard lisait pour Claire lorsqu'elle était bébé, comment il avait personnellement décoré sa chambre, comment il avait pleuré le jour de sa naissance. « Votre père n'était pas doué pour montrer ses émotions, » dit Hélène doucement. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne ressentait rien. Il ressentait trop. Et il avait peur que si cela sortait, il en serait détruit. Quand Claire quitta la maison d'Hélène, le soleil se couchait. Son bras marchait à ses côtés, et pour la première fois, elle sentit qu'elle commençait à comprendre. Son père n'était pas le monstre qu'elle avait peint dans son esprit. C'était juste un homme brisé, essayant de survivre à la perte de la seule personne qu'il avait vraiment aimée. De retour à l'hôpital, Claire trouva les médecins enthousiastes. Richard était réveillé. Vraiment réveillé. Il était encore faible, confus, mais conscient. Quand elle entra dans la chambre, ses yeux la trouvèrent immédiatement. « Claire » murmura-t-il, sa voix rauque après des mois sans usage. Elle courut vers le lit et lui prit la main. « Je suis là, papa. Je suis là. Thomas, il. Je sais tout. Il ne peut plus te faire de mal. Il est en prison. » Richard ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé. Pour tout. Pour ne pas avoir été le père que tu méritais. »« Non, » interrompit Claire. « Tu l'as été. J'étais juste trop aveugle pour le voir. » Elle passa les jours suivants à lui raconter tout ce qu'elle avait découvert. Les dons, les personnes qui l'avaient aidée, les vies qu'il avait transformées. Richard écoutait en silence, parfois en pleurant, parfois simplement en tenant sa main. Son bras recommença à dormir dans la chambre, partageant maintenant son temps entre Richard et Claire. Le chat semblait satisfait, comme s'il avait accompli une mission importante. Mais il restait encore une chose que Claire devait faire. Elle rassembla toutes les personnes que Richard avait aidées. Elle coordonna une visite spéciale à l'hôpital, avec l'approbation des médecins. Elle voulait que son père voie l'impact réel de sa bonté. Ils vinrent par petits groupes. Patricia du refuge apporta des photos des animaux sauvés grâce à lui. Les enfants de l'école de Harlem firent des cartes de remerciement. Hélène vint et tint la main de Richard, lui pardonnant verbalement des années de silence. Il y avait un jeune homme nommé Daniel que Richard avait sorti de la rue 10 ans plus tôt, finançant sa réhabilitation et son éducation. Maintenant, il était médecin. « Vous m'avez donné une seconde chance quand personne ne croyait en moi, » dit Daniel, la voix étranglée. « Vous m'avez sauvé la vie. » Richard était complètement submergé par l'émotion. Claire ne l'avait jamais vu aussi vulnérable, aussi humain. C'était comme si le coma avait brisé quelque chose en lui, un mur qu'il avait construit pour se protéger. « Je ne mérite pas ça, » murmura Richard après le départ de tous. « Je ne mérite pas ton pardon, ta bonté. »« Peut-être pas, » dit Claire honnêtement. « Mais tu la reçois quand même. Parce que c'est ça, la famille. » Elle prit son ordinateur portable et lui montra quelque chose sur lequel elle travaillait en secret. C'était un projet, un plan complet pour transformer la fortune de la famille en quelque chose de significatif. Un centre de thérapie assisté par les animaux.
Un programme de bourse élargi. Des fonds permanents pour toutes les causes qu'il soutenait discrètement. J'ai pensé l'appeler Projet Sombra, dit Claire en caressant le chat qui dormait au pied du lit. En hommage à l'ami qui t'a ramené. Richard regarda le chat avec tant d'amour que le cœur de Claire se serra. Il a toujours été là, murmura Richard. Dans mes pires moments. Quand je pensais ne pas pouvoir continuer. Il apparaissait, se couchait à mes côtés, et d'une manière ou d'une autre, tout devenait un peu plus supportable. Il t'aime, dit simplement Claire. Et je l'aime aussi. Plus que je n'ai aimé quiconque, excepté toi et ta mère. C'était la confession la plus honnête que Richard ait jamais faite. Claire embrassa son père, sentant pour la première fois depuis des années qu'il pouvait peut-être vraiment guérir. Ce ne serait pas facile. Il y avait beaucoup à réparer, de nombreuses blessures qui prendraient du temps à cicatriser. Mais maintenant, ils avaient le temps. Et ils avaient l'un l'autre. Et ils avaient un chat noir impossible qui avait fait ce qu'aucun médecin n'avait pu faire. Ramener un homme des morts, non seulement physiquement, mais spirituellement. Claire regarda par la fenêtre la ville dehors, pensant à tous les moments qu'il avait menés jusqu'ici. La colère, la découverte, le pardon. Tout menant à ce moment de transformation. Richard dormait maintenant, sa respiration calme et régulière. Son bras était blotti sur sa poitrine, ronronnant doucement. Claire prit son téléphone et prit une photo. Elle voulait se souvenir de ce moment pour toujours. Parce qu'elle savait que le vrai travail ne faisait que commencer. La récupération de Richard a surpris même les médecins les plus expérimentés. En 3 semaines, il était hors du lit, faisant de la physiothérapie. En 1 mois, il se promenait dans les couloirs de l'hôpital avec seulement une canne. Les journaux parlaient de miracle médical. Claire et Richard savaient que c'était autre chose. Mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Thomas avait été arrêté, mais son équipe d'avocats coûteux travaillait sans relâche pour le faire libérer. Ils invoquaient le manque de preuves concluantes, la contamination des preuves, des témoins peu fiables. Le procès était prévu dans 2 semaines, et le procureur était nerveux. Les photos que vous avez prises peuvent être contestées, expliqua le procureur à Claire. Un bon avocat argumentera que vous avez envahi une propriété privée, que les preuves sont inadmissibles. Et le docteur Harrison a disparu. Sans lui, nous n'avons aucun témoin de la conspiration. Claire sentit la panique monter en elle. Alors Thomas peut sortir libre. C'est possible. À moins que nous ayons quelque chose de plus concret. Cette nuit-là, Claire était dans la chambre de l'hôpital avec Richard, lui parlant du problème juridique. Son bras était agité, marchant d'un côté à l'autre sur le rebord de la fenêtre. Soudain, le chat sauta et sortit en courant par la porte ouverte. Son bras. Claire courut après lui, suivant le chat dans les couloirs. Richard, encore faible, tenta de les suivre, s'appuyant sur sa canne. Le chat les conduisit au sous-sol de l'hôpital, une zone de stockage que Claire n'avait jamais visitée. Son bras s'arrêta devant une armoire de maintenance et commença à gratter la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ici ?» Claire ouvrit l'armoire. À l'intérieur, il n'y avait que des produits de nettoyage et de vieux équipements. Mais son bras entra et se mit à gratter une planche lâche au fond. Claire s'agenouilla et tira la planche. Derrière elle, il y avait un espace creux. Et à l'intérieur de cet espace, un téléphone portable. Les mains tremblantes, elle alluma l'appareil. Il avait encore de la batterie. L'écran s'alluma, montrant des centaines de messages non lus. Claire ouvrit l'historique et sentit son cœur s'accélérer. C'était le téléphone du docteur Harrison. Et il était rempli de preuves. Des messages détaillés entre lui et Thomas sur l'empoisonnement. Des photos de documents médicaux. Des enregistrements audio de leurs conversations sur la manière d'administrer le poison. Des transferts bancaires. Tout était là, documenté méticuleusement. Comment son bras savait-il ? Murmura Claire en regardant le chat. Richard, appuyé contre le mur, avait les yeux pleins de larmes. Il a toujours su des choses. Des choses qu'il ne devrait pas savoir. Comme s'il pouvait sentir où la vérité était cachée. Claire appela immédiatement le procureur, qui arriva à l'hôpital en 20 minutes. Quand il vit le contenu du téléphone, son visage s'éclaira. C'est de l'or pur. Avec ces preuves, Thomas n'a nulle part où fuir. Mais il y avait plus. Parmi les fichiers du téléphone, Claire trouva quelque chose qui la glaça. Une vidéo. C'était celle de la caméra de sécurité du bureau de Richard, le jour de l'AVC. Le docteur Harrison l'avait conservée comme assurance, au cas où Thomas tenterait de le trahir. La vidéo montrait tout. Thomas entrant dans le bureau de Richard avec 2 tasses de café. Richard buvant tout en discutant affaires. 15 minutes plus tard, Richard commençant à tituber, se tenant la tête. Thomas observant simplement, ne contactant pas les secours,
n'aidant pas attendant que Richard tombe par terre avant d'appeler finalement une ambulance, mais pas avant de falsifier quelques documents sur le bureau. Il t'a regardé presque mourir, dit Claire en montrant la vidéo à son père. Il est resté là, à attendre. Richard ferma les yeux. C'était mon frère. Nous avons grandi ensemble. Comment quelqu'un peut-il devenir capable de ça? La réponse vint d'une source inattendue. Le lendemain, l'épouse de Thomas, une femme nommée Margaret, apparut à l'hôpital. Elle était pâle, tremblante, une valise à la main. « Il faut que je vous parle, » dit-elle. À propos de Thomas. De tout. Margaret raconta une histoire de violences émotionnelles, de dettes cachées, d'une vie construite sur des mensonges. « Il t'a toujours envié, » dit-elle à Richard. « Depuis l'enfance. Tu étais l'aîné, l'héritier, le favori des parents. Thomas a passé sa vie dans ton ombre, et ça l'a rongé de l'intérieur. Mais essayez de me tuer. » Richard secoua la tête. Ça dépasse l'envie. Il ne voyait pas ça comme tuer. Il voyait ça comme prendre ce qui aurait dû être à lui depuis le début. Dans son esprit, tu lui as volé sa vie. Il ne faisait que la récupérer. Margaret remit à Claire une boîte pleine de documents. Ce sont les preuves de tout. Les dettes de jeu, les fraudes, même d'autres crimes qu'il a commis. J'ai tout gardé pour me protéger, au cas où il tenterait de me nuire. Mais maintenant, je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait. Avec toutes ces preuves, l'affaire contre Thomas devint irréfutable. Le procès fut rapide. Le procureur présenta le téléphone du docteur Harrison, la vidéo de sécurité, les documents de Margaret et le témoignage de plus d'une douzaine de personnes lésées par les manigances de Thomas. Claire témoigna sur la découverte des preuves, sur l'écoute de Thomas planifiant de finir le meurtre. Richard témoigna sur des années de manipulation, sur sa confiance trahie par son frère. Thomas tenta de tout nier. Ses avocats argumentèrent, détournèrent, attaquèrent les témoins. Mais quand le jury vit la vidéo de lui observant Richard souffrir sans rien faire, l'affaire était close. Le verdict tomba après seulement 3 heures de délibération. Coupable de tentative d'homicide. Coupable de fraude. Coupable de conspiration. La sentence fut de 30 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle les 15 premières années. Quand Thomas fut emmené menotté, il regarda Richard avec une haine pure. « Tu as toujours tout eu. Toujours. »« J'avais, » répondit calmement Richard. « Et j'étais prêt à partager avec toi. Mais tu as préféré essayer de me tuer plutôt que de simplement demander de l'aide. » Ce fut la dernière fois qu'ils se virent. Mais la justice complète exigeait plus. Claire découvrit que Thomas avait nui à des dizaines de personnes au fil des ans. Des employés licenciés injustement pour couvrir ses fraudes. Des petits entrepreneurs ruinés par ses manigances. Des investisseurs ayant tout perdu à cause de ses mensonges. Richard prit une décision. Il utiliserait la moitié de sa fortune personnelle pour indemniser chaque personne lésée par Thomas. Ce fut un processus long et compliqué, mais il insista pour le faire personnellement. Il rencontra chaque victime, écouta leurs histoires, présenta ses excuses pour ne pas avoir vu ce que son frère faisait. « J'aurais dû voir », dit-il à Claire une nuit. Tous les signes étaient là. Mais j'étais tellement absorbé par le travail, tellement concentré à accumuler de la richesse, que j'ai ignoré ce qui était juste devant moi. Tu ne peux pas te blâmer pour ces choix. Je peux me blâmer de ne pas avoir été présent, d'avoir créé un environnement où il a pensé que la seule façon de réussir était de me détruire. La transformation de Richard était profonde. Il réorganisa complètement son entreprise, mit en place une transparence totale et des audits réguliers. Il créa un conseil diversifié pour superviser toutes les décisions importantes. Il établit un fonds permanent de compensation pour tout employé victime d'injustice. Puis vint la grande annonce. Lors d'une conférence de presse diffusée nationalement, Richard révéla ses plans pour le projet Sombra. Il donnerait $1 milliard pour créer des centres de thérapie assistés par animaux dans 50 villes. Chaque centre serait gratuit, visant à aider les personnes souffrant de traumatisme, de maladies mentales et de solitude. « Un chat m'a sauvé », dit Richard directement aux caméras, sa voix ferme. « Non seulement de la mort physique, mais de la mort spirituelle. J'ai passé des années obsédé par l'argent, le pouvoir, toutes les mauvaises choses. Et il a fallu que je frôle la mort pour réaliser que la seule chose qui compte vraiment, c'est la connexion. L'amour. La compassion. » Claire était à ses côtés, tenant son bras dans ses bras. Le chat semblait parfaitement à l'aise avec les caméras et la foule, comme s'il savait qu'il faisait partie de quelque chose d'important. Les dons commencèrent immédiatement. Des gens de tout le pays envoyèrent de l'argent, offrirent leur temps en bénévolat, partagèrent leurs propres histoires sur la façon dont les animaux les avaient sauvés. Le mouvement grandit au-delà de ce que Richard pouvait imaginer.
Mais il restait encore une personne à rendre justice. Le docteur Harrison fut retrouvé 3 mois plus tard, caché au Mexique. Il fut extradé et jugé comme complice. Sa licence médicale fut révoquée définitivement et il reçut 20 ans de prison. Lors de son procès, il expliqua enfin comment le plan avait fonctionné. Le poison était une combinaison rare de substances induisant des symptômes identiques à un AVC naturel. Il était presque indétectable et normalement fatal. Le fait que Richard ait survécu était, selon les mots du médecin lui-même, médicalement impossible. Alors comment a-t-il survécu ? Demanda le procureur. Le docteur Harrison regarda Richard directement dans la galerie. Aucune idée. Il aurait dû mourir 10 fois. C'est comme si quelque chose le maintenait en vie contre toute probabilité. Richard caressa son bras, qui était allongé sur ses genoux dans la salle d'audience. Il connaissait la réponse, même si personne d'autre ne la croyait. Après tous les procès, après que toute la justice eut été rendue, Claire et Richard se retrouvèrent seuls dans son appartement. Son bras était à la fenêtre, observant la ville illuminée. « Tu penses qu'il va partir maintenant » demanda Claire. « Maintenant que sa mission est accomplie. » Richard s'approcha du chat et lui caressa doucement la tête. Son bras ronronna et se frotta contre sa main. « Je ne sais pas. Mais s'il part, je remercierai chaque jour pour le temps que nous avons eu. » Le chat se tourna et les regarda tous les deux avec ses yeux dorés impossibles. Et à ce moment-là, Claire et Richard ressentirent quelque chose passer entre eux. Une compréhension, une promesse silencieuse. Le voyage n'était pas terminé. En réalité, il ne faisait que commencer. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit à l'hôpital où une larme impossible avait tout changé. Claire se trouvait sur la terrasse du nouveau centre de thérapie assistée Sombra, le premier des 50 désormais ouverts à travers le pays. Le bâtiment était magnifique, moderne mais accueillant, avec des jardins où des dizaines d'animaux sauvés vivaient en harmonie avec les patients venus chercher la guérison. Elle observait son père en bas, assis sur un banc entouré d'enfants. Richard lisait pour eux, une activité qu'il accomplissait tous les jeudis. Il ne s'agissait pas seulement d'histoires de livres. C'étaient des histoires de sa vie, sur les erreurs et la rédemption, sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Son bras était, comme toujours, à ses côtés. Le chat était resté, défiant toutes les attentes de Claire. Il n'était pas seulement un visiteur temporaire. Il faisait désormais partie de la famille, aussi permanent que n'importe lequel d'entre eux. La vie de Richard s'était complètement transformée. Il avait vendu la moitié de ses entreprises, ne conservant que ce qu'il fallait pour soutenir ses projets philanthropiques. Le reste avait été réparti entre des causes vraiment importantes. Plus de dîners d'affaires froids ni de réunions interminables. Il y avait des déjeuners avec des employés, des visites aux familles bénéficiaires, des heures passées simplement à écouter les personnes qui avaient besoin d'être entendues. Claire descendit les escaliers et le rejoignit. Les enfants couraient jouer avec les animaux, laissant père et fille seuls un instant. « Tu te souviens quand tu me détestais » dit Richard avec un sourire triste. « Je ne t'ai jamais détesté. Je ne te connaissais juste pas. Et maintenant ?» Claire prit sa main. « Maintenant, je sais qui tu es vraiment. Et je suis fier d'être ta fille. » Ils restèrent en silence confortable, observant son bras poursuivre un papillon. Le chat semblait plus jeune maintenant, plus vif, comme si le fait de prendre soin de Richard lui avait donné un nouveau but. Mais il y avait quelque chose que Claire n'avait jamais raconté à son père. Une découverte qu'elle avait faite 6 mois auparavant et qu'elle gardait comme un précieux secret. Elle décida enfin de partager. « Papa, je dois te montrer quelque chose. » Claire le conduisit à son bureau au centre et ouvrit un tiroir verrouillé. De là, elle sortit une vieille boîte en bois. « J'ai trouvé ça dans la maison de grand-mère quand nous organisions ses affaires. » Richard ouvrit la boîte lentement. À l'intérieur, il y avait de vieilles photographies, des lettres jaunies par le temps et un petit journal. Il prit le journal avec des mains tremblantes et commença à lire. C'était celui de sa mère, écrit 40 ans auparavant. Il parlait d'un chat noir qui était apparu alors qu'elle était enceinte de Richard, pendant la pire tempête que la ville ait jamais connue. Elle était seule à la maison, effrayée, lorsque le chat entra par la fenêtre et refusa de partir. Il resta avec elle toute la nuit. « Ce chat m'a donné du courage », avait écrit la mère de Richard. « J'ai senti que c'était un signe. Peu importe à quel point les choses semblent sombres, il y a toujours une lumière, un gardien prêt à nous guider. » Il y avait une photo avec le journal. La mère de Richard, jeune et souriante, tenant un chat noir dans ses bras. Les yeux de l'animal étaient inconfondables. Dorés et perçants. « Ce ne peut pas être le même chat », murmura Richard, mais sa voix était incertaine. « Les chats vivent 15, peut-être 20 ans. Pas 40. Mais regarde-le, papa. Regarde-le vraiment. » Richard appela son bras,
qui vint immédiatement. Il prit le chat doucement et regarda profondément dans ses yeux. « Qui es-tu vraiment » Le chat, bien sûr, ne répondit pas. Mais il ronronna, un son profond et réconfortant qui semblait dire « Peu importe ». Claire sourit. Peut-être que certains miracles n'ont pas besoin d'explication. Peut-être qu'ils ont seulement besoin d'être acceptés avec gratitude. Les mois suivants apportèrent encore plus de transformations. Richard se réconcilia avec des personnes qu'il avait blessées au fil des ans. Il retrouva Hélène régulièrement, emmenant son bras pour lui rendre visite et apportant de la joie à ses journées solitaires. Il renoua avec de vieux amis qu'il avait délaissés dans sa quête obsessionnelle de richesse. Patricia, de l'abri pour animaux, devint une amie proche. Elle dirigeait désormais un réseau de refuges financé par le projet Sombra, sauvant des milliers d'animaux chaque année. Daniel, le jeune homme que Richard avait sorti de la rue, travaillait comme directeur médical dans l'un des centres de thérapie. Il s'était spécialisé dans des traitements alternatifs impliquant des animaux, et ses résultats étaient extraordinaires. Mais la plus grande transformation était en Claire elle-même. Elle avait quitté son emploi dans le secteur corporatif et dirigeait désormais la fondation à plein temps. Elle avait trouvé un but en aidant les autres, en poursuivant l'héritage que son père avait commencé, mais qui était désormais aussi le sien. Elle rencontra quelqu'un, un vétérinaire nommé James, travaillant dans les centres. Ils tombèrent amoureux lentement, construisant quelque chose de réel et de sincère. Richard adorait James et plaisantait déjà sur des petits-enfants. « J'ai encore le temps de les connaître », disait-il, et il ne plaisantait pas. Les médecins disaient que sa santé était excellente maintenant. L'homme qui aurait dû mourir était plus vivant que jamais. Par un après-midi d'automne, exactement 3 ans après son entrée dans cette chambre d'hôpital, son bras commença à se comporter différemment. Il était plus silencieux, plus réfléchi. Il passait des heures allongées au soleil, comme s'il absorbait chaque moment. Richard le remarqua immédiatement. « C'est le moment, n'est-ce pas ?» Claire ne voulait pas le croire. « Il va rester. Il est toujours resté. » Mais son bras vieillissait. Pas de la manière normale des chats, mais comme si tout le temps qu'il avait défié l'atteignait enfin. Son pelage était moins brillant. Ses mouvements, moins agiles. Il était fatigué. Richard passa toute la semaine avec le chat. Ils s'asseyaient ensemble dans le jardin, Richard racontant des histoires sur tout ce qui s'était passé, remerciant pour chaque instant. Son bras ronronnait, touchant parfois le visage de Richard de sa patte, comme pour dire au revoir. La dernière nuit, toute la famille se réunit. Claire, James, Hélène, Patricia, Daniel et tant d'autres dont la vie avait été touchée par Sombra et Richard. Ils s'assirent en cercle dans le jardin, chacun partageant ce que ce chat impossible signifiait pour eux. « Il m'a appris que l'amour n'a pas de logique », dit Richard, tenant doucement son bras. « Que parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est simplement d'être présents. Il n'a jamais rien demandé. Il a seulement aimé, inconditionnellement, quand j'en avais le plus besoin. » Son bras regarda autour de lui tous les visages, comme pour les mémoriser. Puis il se blottit contre la poitrine de Richard une dernière fois, ronronna doucement, et ferma les yeux. Il partit en paix, entouré d'amour, sa mission accomplie. Ils l'enterrèrent dans le jardin du centre, sous un arbre que Richard avait planté lui-même. La pierre tombale était simple, son bras, l'ami qui a sauvé une âme. Claire pleura pendant des jours. Même sachant que cela viendrait, même comprenant que son bras avait accompli son but, la douleur était profonde. Mais Richard, étonnamment, était en paix. « Il n'est pas vraiment parti, » lui dit-il. « Il est dans chaque animal que nous sauvons, dans chaque personne que nous aidons, dans chaque moment de bonté que nous choisissons plutôt que la cupidité. » Son bras n'était pas seulement un chat. Il était un rappel vivant de ce que nous pouvons être quand nous choisissons d'aimer. Les années suivantes prouvèrent qu'il avait raison. Le projet Sombra se développa de façon exponentielle. Des centres ouvrirent dans d'autres pays. Des milliers de vies furent transformées, tant humaines qu'animales. L'histoire de Richard et Sombra devint mondialement connue, inspirant les autres à repenser leurs priorités. Richard écrivit un livre sur son expérience, donnant tous les bénéfices à des causes animales. Il donna des conférences sur les secondes chances, sur la manière dont la tragédie peut être un catalyseur pour une transformation profonde. Claire épousa James lors d'une cérémonie simple dans le jardin où Sombra était enterré. Ils eurent une fille, qu'ils appelèrent naturellement Espérance. Lorsque la fillette eut 3 ans, un chat de gouttière apparut à sa fenêtre. Il était gris, pas noir, mais avait les mêmes yeux dorés et pénétrants. « Regarde, grand-père », dit Espérance en tenant le chat. « Il est venu me rendre visite. » Richard sourit, les larmes aux yeux. « Bien sûr qu'il est venu, ma chère. C'est ainsi que l'amour fonctionne. Il ne finit jamais vraiment. Il se transforme seulement. »
10 ans après son réveil du coma, Richard était en parfaite santé, plus heureux que jamais. Il passait ses journées entouré de sa famille, de ses amis et de son but. L'homme froid et isolé qui avait failli mourir dans cette chambre d'hôpital était complètement transformé. Lors d'une interview, un journaliste lui demanda quel était son plus grand regret. Richard réfléchit longuement avant de répondre. « Mon seul regret est d'avoir dû frôler la mort pour apprendre à vivre. J'ai passé des décennies à poursuivre des choses qui n'avaient pas d'importance, en ignorant celles qui comptaient vraiment. Mais peut-être que c'est le point. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui a vraiment de la valeur. » « Et qu'est-ce qui a de la valeur ?» demanda le journaliste. « L'amour, la connexion, la compassion, la capacité de regarder un autre être vivant, humain ou animal, et de choisir la bonté. C'est tout. C'est toujours cela. » L'histoire de Richard et son bras devint plus qu'une histoire personnelle. Elle devint un mouvement. Des personnes du monde entier commencèrent à réévaluer leur vie, leurs choix. Les adoptions d'animaux augmentèrent considérablement. Les dons pour des causes philanthropiques explosèrent. Les chats noirs, auparavant considérés comme porteurs de malheur, devinrent des symboles d'espoir et de transformation. Claire regarda en arrière et ne reconnut presque pas la personne qu'elle était 3 ans plus tôt. La femme amère et rancunière avait disparu, remplacée par quelqu'un rempli de but et de gratitude. Elle avait gagné non seulement un père, mais une mission de vie. Et dans les nuits silencieuses, lorsqu'elle visitait la tombe de son bras, elle jurait pouvoir l'entendre ronronner. Pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Un rappel constant que les miracles arrivent, que la transformation est possible, et que parfois le salut vient sous les formes les plus inattendues. La leçon que son bras enseigna était simple mais profonde. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une présence aimante. Peu importe à quel point nous sommes perdus, à quel point nous nous sommes égarés, il y a toujours un chemin de retour. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est quelqu'un, ou quelque chose, qui refuse d'abandonner. Richard vécut encore 20 années pleines de joie, de but et d'amour. Lorsqu'il partit enfin, ce fut en paix, entouré par des générations d'une famille qu'il avait appris à embrasser pleinement. Ses derniers mots furent simples, « Merci, son bras ». Et quelque part, dans un royaume au-delà de la compréhension humaine, un chat noir aux yeux dorés ronronna en réponse. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur l'amour, la rédemption et les miracles inattendus qui transforment complètement des vies.